Journal sur la télévision nationale, le président de la République a reçu en audience les membres de la Cour des comptes. Ils étaient venus remettre au professeur Alpha Condé une copie du premier rapport d'activité 2016. Une mission suivi évaluation vient de visiter des cantines scolaires dans certaines préfectures. Objectif, évaluer l'impact de ces cantines scolaires dans les zones rurales ou de pauvreté. Sport, le CILI local de Guinée est parmi les 16 meilleures sélections locales de l'Afrique qui prendront part à la 5e édition du CHAN prévue du 13 janvier au 4 février 2018. Ravi de vous retrouver encore une fois. Bonsoir et bienvenue. Le président de la République a reçu hier dans l'après-midi au Palais Sékou Touré les membres de la Cour des comptes. Ils étaient venus remettre au professeur Alpha Condé une copie du premier rapport d'activité 2016, contrairement à l'article 116 de la Constitution. C'est un compte-rendu de Sansi Keita. Suivez. Les membres de la Cour des comptes reçus par le président de la République. Objectif, remettre au professeur Alpha Condé une copie du premier rapport annuel d'activité 2016 conformément à l'article 116 de la Constitution. Ce rapport retrace les observations, recommandations et conclusions de la Cour des comptes. Pour Mohamed Diaré, le présent rapport annuel d'activité, premier du genre, donne une bonne connaissance de la Cour des comptes et rend compte des résultats des activités de sa mise en place et de son opérationnalisation durant sa première année d'exercice. Le but de notre entretien avec le chef de l'État, c'était de le remettre le premier rapport d'activité de la Cour des comptes. Vous savez, avec les réformes que le gouvernement actuel a eu à mener depuis 2011, il y a eu le renforcement des corps de contrôle. Et à l'issue du premier projet de renforcement des corps de contrôle, la Cour des comptes a été créée en tant qu'institution républicaine, en tant que contrôleur a posteriori des finances publiques et donc institution supérieure de contrôle pour la Guinée. Et une loi organique, celle 046, a été adoptée, qui crée la Cour des comptes, qui fixe ses attributions, son organisation et le régime disciplinaire de ses membres. Mais avant, la Constitution, à travers l'article 116 et cette loi organique 046, à travers les articles 3 et 24, oblige la Cour des comptes à remettre son rapport d'activité annuel chaque année au président de la République et au président de l'Assemblée nationale, et que ce rapport soit publié dans le journal officiel. Ce rapport contient bien sûr les observations, les recommandations et les conclusions qui sont formulées par la Cour sur les résultats de l'ensemble de ses travaux de l'année précédente. Et donc, si la Cour constate qu'elle peut proposer des innovations, des propositions d'amélioration de la gestion publique, elle peut, le cas échéant, formuler ses propositions à l'attention du gouvernement. De par ses attributions de contrôle a posteriori des finances publiques, d'information et conseil à travers ses rapports publics, la Cour des comptes contribue à la sauvegarde du patrimoine public, ainsi que le contrôle de la sincérité et de la transparence de la gestion des finances publiques, à la lutte contre les détournements, la corruption et toute infraction économique. Sansi de la présidence à la CENI qui forme les membres de commission administrative de distribution des cartes d'électeurs. La formation a duré 2 jours. L'objectif est clair, enseigner aux agents sur les techniques de distribution des cartes d'électeurs. C'est un reportage de Makemedouzo. L'accomplissement correct de la distribution des cartes d'électeurs a un impact positif sur le scrutin, un facteur qui crédibilise les résultats. C'est dans ce cadre que se situe cette formation des membres de commission administrative de distribution des cartes d'électeurs. L'objectif de ces ateliers de formation est d'amener les membres des commissions administratives de distribution des cartes d'électeurs à comprendre leur rôle et responsabilité dans l'organisation et la conduite des dites opérations. Plus de 12 000 agents du pays seront formés sur les techniques de distribution des cartes. Il y a des facteurs non seulement physiques, professionnels
à savoir, mais surtout, il y a d'autres aspects humains qui sont importants sur lesquels vous devez vous appesantir lors de vos formations, à savoir le comportement des commissions, la façon dont un membre de la commission s'adresse à un électeur qui est là. Ça doit être une façon rassurante, une façon qui encourage l'électeur à revenir et à repartir dire au quartier: je suis venu, j'ai été bien reçu. Il encourage son voisin à venir lui aussi prendre sa carte. Du 1er au 3 janvier, la commission chargée de distribuer les cartes d'électeurs sera sur le terrain et l'opération commence dès le 6. Et puis les acquis de la Troisième République au centre d'une mobilisation politique au stade de Yimbayabouji. L'initiative est au collectif des femmes et des jeunes pour la paix. La démarche vise à informer les populations sur les grands chantiers ouverts par le président de la République depuis son avènement au pouvoir en 2010. On suit Mohamed De Camara. Cette mobilisation est initiée par le collectif des femmes et jeunes pour la paix et la promotion des acquis de la Troisième République. Ces militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel de la commune de Matoto sont venus réaffirmer leur adhésion au programme de société du professeur Alpha Condé. Nous savons et en sommes convaincus que le professeur Alpha Condé a proposé au peuple de Guinée un projet de société dans lequel est défini le schéma qui préfigure l'émergence, la prospérité dans les segments de la vie socio-économique de notre pays. Cette cérémonie qui vise à informer les populations sur les acquis en termes notamment des réalisations des infrastructures sociales de base a connu la présence de plusieurs personnalités administratives et politiques du pays. Tous les projets de développement développés par notre cher président, le professeur Alpha Condé, sont d'une utilité extrêmement importante pour le bas peuple, pour tous les Guinéens. C'est pourquoi la jeunesse, les femmes, les hommes et toutes les notabilités confondues de toutes les coordinations régionales décident d'accompagner le président de la République, le professeur Alpha Condé. Lorsqu'on parle de paix en Guinée, lorsqu'on parle de femmes en Guinée, lorsqu'on parle de jeunes en Guinée, aucun membre du gouvernement du professeur Alpha Condé ne peut rester en place. L'autonomisation des femmes, des jeunes, la lutte contre la pauvreté, cela ne peut se faire sans la cohésion sociale. C'est pourquoi nous sommes ici pour transmettre le message de paix et de cohésion sociale de notre cher président, le professeur Alpha Condé. Le collectif compte démultiplier ce genre d'initiatives dans les autres communes de la capitale, histoire de véhiculer des messages de paix, mais aussi promouvoir les acquis de la Troisième République. L'information, c'est aussi le résultat du 3e recensement national de la population et de l'habitation disponible à l'Institut national de la statistique. Ces résultats ont été mis à la disposition des autorités mercredi dernier, réalisés en 2014 avec l'appui de l'UNFPA et d'autres partenaires du gouvernement. L'étude permet aux autorités d'avoir tous les éléments nécessaires pour la planification et le suivi cohérent des programmes de développement. Mohamed Sankon et Ali Akita, reportage. Comment percevoir le niveau de développement d'un pays, les enjeux de la croissance économique et surtout les projections pour le mieux-être des populations? Voilà les principales questions que ce 3e recensement national de la population et de l'habitation tente de répondre. Le but, c'est de mettre à la disposition du grand public, des chercheurs, des autorités, des décideurs, toutes les données nécessaires pour leur planification qu'on a collectées pendant le recensement général de la population. Ce 3e recensement national de 2014 en 17 thèmes cerne tous les aspects de la vie socio-économique du pays.
de la structure de la population à la projection démographique, en passant par la fécondité, la migration, la cartographie de la pauvreté, la situation des personnes âgées et des handicapés, ainsi que les caractéristiques des ménages. De l'analyse donc de ces données, nous pouvons déjà noter que la population guinéenne est à majorité jeune, avec 44,9% de la population qui a moins de 15 ans et 19,2% qui a entre 15 et 24 ans. Qu'environ 52% de la population est constituée de femmes. Le taux d'emploi national est de 59%. L'espérance de vie est de 58,9 ans. Ce troisième recensement national de la population réalisé entre 2009 et 2014 a connu 5 principales étapes. La cartographie, le recensement pilote, le dénombrement des populations, le traitement et l'analyse des données. Nous avons des informations sur les populations vulnérables. Donc c'est tout à fait important d'avoir ces résultats. Avec les résultats de ce troisième recensement national de la population et de l'habitation, les autorités guinéennes peuvent faire des projections pour le mieux-être des populations guinéennes. Sans compte direction Forêt-Caria à présent à Moussaïa, où le ministre des TP s'est rendu pour le lancement d'un projet de réhabilitation des pistes rurales. C'est une démarche qui devrait permettre d'accompagner les producteurs dans l'écoulement de leurs produits. Un programme que le gouvernement guinéen a initié à travers le Fonds d'entretien routier. On retrouve Valérie Tanimane, Abraham Christophe Conté et Yaya Silla. Avec une population estimée à 50 000 habitants, Benna Moussaïa est une zone à forte potentialité agricole. Avec ses diverses cultures produites sur place, les habitants sont confrontés à un problème d'acheminement des produits agricoles vers le centre-ville de la préfecture de Forêt-Caria. Pour corriger cet état de fait, le gouvernement, à travers le Fonds d'entretien routier, finance l'aménagement des pistes rurales en Guinée. Ici, à Forêt-Caria, l'action est saluée par les autorités locales. Notre route, ça fait combien d'années, ça n'a pas été reprofilé. Donc si le gouvernement actuel, le président, M. le professeur Alpha Condé, le père de la nation, a décidé, a recommandé à son gouvernement de faire cette route, vraiment, il a répondu ce que la population de Benna Moussaïa a réclamé. Nous sommes satisfaits des premiers pas de la société. Comme vous l'avez constaté, il y a un dégagement qui est fait de l'ordre de 12 km avant même que la procédure de passation ne soit finalisée et que l'entreprise reçoive des premiers paiements. Donc c'est satisfaisant. Nous voyons les machines et les travailleurs mobilisés. Nous espérons que le contrat sera exécuté dans le délai. Sur le terrain, les travaux de dégagement sont accélérés. Déjà, 15 km de route sont réhabilités sur les 31 prévus. L'entreprise chargée des travaux compte mettre tout en œuvre pour respecter le délai contractuel de 4 mois. On est fin prêt et on a suffisamment d'équipement pour pouvoir exécuter ce travaux, non seulement dans le délai de trucs, tout en respectant les normes du cahier de charges qu'on a engagé. Donc notre premier objectif aujourd'hui, c'est de faire le plus tôt que possible, qu'on soit dans le délai d'exécution du cahier de charges. C'est une route qui relie les 3 sous-préfectures, Kaléa, Moussaïa et Séourou. Donc ça rentre dans le cadre de l'initiative présidentielle qui vise à donner ou à doter les collectivités les moyens de déplacement adéquats pour pouvoir avoir accès aux services de base pour leur développement. Non seulement l'initiative vient du chef de l'État, et sous son instruction, le ministère des Travaux publics a mis un programme de 1000 km de routes préfectorales et communautaires repartis dans toutes les préfectures de la Guinée. Ce projet de désenclavement concerne aussi les autres communes rurales comme Sihourou et Laya. Cette dynamique devrait permettre d'accompagner les producteurs dans l'écoulement de leurs produits. Sur le terrain, la ministre et sa suite ont visité le pont de Moria Hori sur la nationale Conakry-Kindia. Long de 54 mètres,
La construction de ce pont remonte aux années 60. En attendant sa reconstruction, son projet de réhabilitation est à l'étude. Et puis à Sangaredi, où évolue la compagnie des bauxites de Guinée, des efforts sont élargis par la société pour favoriser le progrès de la zone à travers la construction d'ouvrages sociaux. À côté, un programme est mis en œuvre. Il concerne la protection de l'environnement. Suivons ce gros plan avec Kerno Ousmane Kello. Dans un domaine de 18 hectares, des jeunes plants qui poussent pour restaurer la végétation, notamment sur ce qui était autrefois une route minière en construction à Bouléré dans Sangaredi. La zone est dans le périmètre de la CBG et bénéficie des projets sociaux de l'entreprise. Mais ici, un accent particulier est mis sur la préservation de l'environnement. Sur demande de la communauté, des anacardiers et autres plants fruitiers sont plantés et entretenus par des spécialistes de la CBG. On est en train de restaurer l'habitat naturel, mais non, pas encore à l'intérieur du site de la CBG, mais l'habitat naturel aussi tout au long de la route communautaire. Donc aussi bien à l'intérieur de notre concession qu'au niveau des routes communautaires, on travaille de concert avec les membres de la communauté, des communautés avoisinantes. Jusque-là, la CBG n'intervenait que pour restaurer les zones exploitées. Mais Bouléré est une exception. Aucune exploitation n'y est entamée par l'entreprise qui focalise ses efforts sur la protection de ce poumon vert. Une zone prioritaire pour la biodiversité où habitent des singes. C'est la mine, Sangaré a plus de 5 grandes sociétés qui tournent autour de Sangaré. Mais si on cherche, si on ne fait pas un programme de reboisement dans 5 à 10 ans, on ne trouverait rien. Le sol est là maintenant. Là. Pendant la saison, pour avoir 45 degrés à l'ombre, c'est grave. Maintenant là. C'est pourquoi ceux-là qui veulent qu'on fasse ce programme de reboisement là, vraiment c'est salutaire pour moi. L'opération de reboisement est confiée à des petites entreprises locales dont la création a été encouragée par la CBG afin qu'elles bénéficient de certains projets et contribuent ainsi à lutter contre le chômage. C'est l'autre enjeu de ce projet, la création de l'emploi. Les formations de ce vendredi, le gouvernement préoccupé par le maintien des élèves dans les zones rurales ou de pauvreté. Depuis 2015, 107 cantines sont ouvertes par l'État à travers la Direction nationale des cantines scolaires. Une mission suivi évaluation vient de visiter les cantines. Suivez le reportage. Des cantines scolaires, une ration journalière régulière, le cocktail est suffisant pour encourager la rétention des élèves dans les zones de pauvreté. Un défi de taille pour le gouvernement guinéen. Depuis 2 ans, la Direction nationale des cantines scolaires expérimente cette stratégie dans les zones rurales du pays. Dans les districts de Saraya, Kenema, Soumankoyi et Moussaya, la campagne fait du succès. Avec la cantine scolaire, je mange tous les jours et je mange bien. Je reste à l'école jusqu'à 17 h. Depuis l'instauration de cette cantine au sein de l'école, nous constatons un progrès énorme, tant sur la rétention des élèves d'abord et l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés, les taux de scolarisation. Donc ça joue un effet très important dans l'enseignement-apprentissage à Saraya. À ce jour, 107 cantines scolaires sont installées à travers le pays et plus de 19 000 élèves bénéficient de ce programme alimentaire scolaire. L'achat local des produits pour promouvoir la production locale est l'une des particularités de ce programme présidentiel. Quand ils sont venus nous voir, ils avaient besoin de beaucoup de quantités qu'une seule personne ne peut pas produire. Donc, on était obligé de se constituer en groupement pour leur satisfaire. À date, leur collaboration a été vraiment bénéfique pour nous. Et cette année, je vous ai dit, n'est-ce pas, que j'ai intensifié mes zones de production. Et cette année, je dis vraiment merci à Dieu parce que ma production a très bien répondu.
et je suis prêt à continuer, n'est-ce pas, le marché avec la direction. Les producteurs et groupements féminins des zones concernées par ce programme seront dotés d'outils et d'intrants agricoles. Objectif des initiateurs, pérenniser les 107 cantines scolaires financées par le gouvernement et les 710 cantines transférées par le PAM dans le cadre de l'approvisionnement national du programme d'alimentation scolaire. Vous l'avez donc compris, c'est un reportage de Baba Kouyaté. Je le disais en titre, transport, le Sili local de Guinée est parmi les 16 meilleures sélections locales de l'Afrique qui prendront part à la 5e édition du CHAN, le championnat d'Afrique des nations prévu du 13 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Comment vont les préparatifs de la sélection guinéenne? On en sait plus avec Mami et Belamo. Suivez. Le Sili local de Guinée s'active dans les préparatifs du 5e championnat d'Afrique des nations de football, CHAN, prévu du 13 janvier au 4 février 2018 au Maroc. Conscient du niveau de la compétition précédente organisée au Rwanda, la l'AP Bangoura a planifié plusieurs séances d'entraînement au stade du 28 septembre. Au cours de celle-ci, l'accent est surtout mis sur l'efficacité devant les buts. Le sélectionneur guinéen est surtout confiant. Je suis très rassuré de l'effectif que j'ai choisi. Je suis très confiant sur l'état d'esprit de l'équipe, l'ambiance qui règne. Maintenant, le peu qui suivra, c'est le travail qu'on va faire au Maroc pour rehausser le niveau non seulement physique, mais aussi tactique et renforcer la capacité mentale. Je crois qu'on a un très bon effectif et je suis très confiant. Toutes les dispositions sont prises par le ministère en charge des sports et la Fédération guinéenne de football pour permettre à la sélection guinéenne de réussir non seulement sa préparation, mais aussi et surtout son parcours au Maroc. Déjà, l'équipe est à l'internat dans un réceptif hôtelier de la place avant de s'envoler pour El Jadida pour la suite des préparatifs. Une aventure que suit de près le président de la Fédération guinéenne de football. L'équipe va quitter ici pour le Maroc, à Al Jadida. Al Jadida, ils vont être en stage à la charge de la Guinée. Et c'est de là où ils vont quitter pour revenir à 3 jours de compétition. C'est en ce moment que l'équipe sera en charge de la Confédération africaine de football. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que et sur le plan technique, le plan organisationnel et tout ce qui est aussi structurel sont en place. Dans l'avenir, le socle même de notre équipe nationale sera l'équipe locale, comme tous les autres pays, parce qu'ils jouent ensemble et tous les jours. Et pour connaître quelqu'un, il faut vivre avec lui tous les jours. Mais vous savez, pour ceux qu'ils ont montré pour les éliminatoires, nous avons été la meilleure équipe des éliminatoires en marquant le plus grand nombre de buts et en encaissant le moins de buts. Je pense qu'il faut avoir confiance à cette équipe. Au sein de l'équipe, le moral est au beau fixe. Tous les joueurs sont motivés et caressent le rêve ultime, celui d'arracher le trophée. L'objectif, c'est de remporter la Coupe parce que l'année passée, on s'est éliminé en demi-finale au tir au but. Donc cette année aussi, on va avec beaucoup de tirs au but parce que l'objectif, c'est quoi? C'est d'amener la Coupe encore. Donc c'était ça, quoi. On est là motivé, concentré. Donc notre objectif cette année, c'est pour honorer la Guinée. C'est ça notre objectif. Quant à moi personnel, je suis seul militaire parmi les gens là. C'est ma première sélection dans l'équipe nationale locale. Donc je vais donner à fond, je vais montrer les gens pour qu'ils cherchent l'année prochaine. On peut faire encore de plus, mais l'année là, notre objectif c'est de pouvoir porter la Coupe, Inch'Allah. La Guinée qui partage la poule A avec la Mauritanie, le Soudan et le Maroc, pays organisateur, fera son entrée le 14 janvier 2018 contre les locaux soudanais. Un rendez-vous de tous les pronostics.
Dernier élément pour finir ce journal, cette année, plusieurs initiatives ont été prises par les organismes internationaux et le gouvernement guinéen afin de promouvoir et protéger l'enfant. Les célébrations des journées dédiées ont été une opportunité pour permettre à l'enfance d'exercer le leadership. En Guinée, les différentes échelles de prise de décision ont joué le jeu. Comment les enfants se préparent à l'exercice du pouvoir? Élément de réponse avec la rédaction du journal télévisé. Suivez. Conakry, 20 novembre 2017, la Guinée célèbre ce lundi la journée des droits de l'enfant. À l'hémicycle, le Parlement des enfants présente un plaidoyer aux autorités. De quoi s'agit-il? La réponse dans ce journal. Vous comprendrez ce soir que les enfants prennent les commandes. Avec moi sur ce plateau, Aya Aïssatou Bari, lauréate du prix journal télévisé Fitini Music Show. Aya, bonsoir. Oui, bonsoir Fanasma. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre 2017, c'est la journée mondiale de l'enfance. Comme partout dans le monde, ici en Guinée, les enfants prennent les commandes. Nous sommes le 20 novembre, journée dédiée à l'enfance dans le monde. Pendant quelques heures, les députés juniors ont occupé la place des élus du peuple pour marquer cet instant. Sur la table, la problématique de la protection des tout-petits. L'augmentation des financements des vaccins et des coûts inhérents à la vaccination afin de sécuriser l'accès universel des enfants à la vaccination. La dotation d'une ligne budgétaire conséquente pour la nutrition afin de faciliter l'acquisition des aliments thérapeutiques indispensables pour sauver la vie à environ 120 000 enfants qui chaque année souffrent de la forme la plus violente de malnutrition. L'accroissement du financement du préscolaire, notamment pour la prise en charge des éducateurs du préscolaire, afin de donner aux enfants un bon départ dans la vie. C'est le meilleur investissement qu'un gouvernement puisse faire. Les enfants, vous avez posé beaucoup de problèmes et des problèmes pertinents auxquels il va falloir que l'exécutif, que nous accompagnons, s'ils veulent qu'on les accompagne, que nous accompagnons, accepte de faire ce qu'il faut pour que nous trouvions des moyens que vous demandez afin que les objectifs qui sont les vôtres, qui sont les nôtres, puissent être atteints le plus rapidement possible. Pour quelques heures, elles sont les patronnes du gouvernement. Dans la salle du conseil interministériel du palais de la Colombe, les ministres du moment prennent place. Chacune doit faire une communication sur les projets de son ministère. Madame la Première ministre. Solennellement, la Première ministre fait son entrée, accompagnée du chef du gouvernement qui va l'installer pour présider les travaux. Le plaisir d'installer mon homologue qui va présider cette session. Donc, Premier ministre, voilà, vous allez prendre place. Et... Bonjour, prenez place s'il vous plaît. Après une heure de débat, le compte-rendu du conseil interministériel est communiqué à la presse par la porte-parole du gouvernement, portée par les jeunes filles. Le conseil interministériel du 10 octobre 2017 s'est tenu à la primature sous la présidence de son Excellence Madame le Premier ministre, chef du gouvernement. C'est elle qui incarne la haute fonction de présidente de la République pour la célébration ce 11 octobre 2017 de la Journée internationale de la jeune fille. Tout de blanc vêtu, visage caché derrière ses lunettes, Aïssata Tafsir Camara est reçue au palais Sékou-Touré par le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, professeur Alpha Condé. Du haut de ses 13 ans, élevant 8e année, Aïssata Tafsir Camara est reconnaissable à travers l'écharpe blanche qui lui tient la taille et son garde du corps habillé en kaki. Une fois installée dans la fonction présidentielle, écoutez ses premiers mots. Asseyez-vous s'il vous plaît. Aujourd'hui, il s'agit pour cette fille que vous lui accordez
votre pouvoir pour 30 minutes. Elle va être la présidente de la République de Guinée, présidente en exercice de l'Union africaine. À l'apprentissage du leadership mondial, le discours d'Aïssata Tafsir Camara est un véritable plaidoyer à l'adresse des leaders du continent. Excellence, Monsieur le Président de la République, président en exercice de l'Union africaine, mon honorable confrère Donjo et source d'inspiration pour toujours. Mesdames et messieurs, c'est un grand honneur à la faveur de la 6e journée internationale des filles que je prends la parole pour livrer le message des filles africaines aux leaders de l'Afrique. À travers vous, en votre qualité de président en exercice de l'Union africaine, permettez-moi tout d'abord, Excellence Monsieur le Président de la République, de vous adresser au nom de mes pairs nos félicitations et nos sincères remerciements pour avoir accepté de vous engager avec nous dans la promotion des droits des filles africaines. En acceptant de me prêter votre titre national et panafricain pendant quelques heures, vous démontrez une fois de plus à la face du monde et de l'Afrique que la République de Guinée reste à l'avant-garde de l'émancipation de la fille et de la femme africaine. Suite à ces allocutions, le président Alpha Condé a, comme convenu, accepté d'accomplir l'assimilation souhaitée. Madame la Présidente, mais vous avez deux collègues qui sont champions. Vous avez le président Lungue de Zambie, qui est le champion pour la lutte contre les mariages précoces des jeunes filles, et le président Idriss Déby, qui est le champion pour utiliser la dividende démographique pour investir dans la jeunesse. Donc vous devez rentrer en contact avec les deux pour ce combat. Oui, merci. Le dernier. Selon le rapport mondial sur la jeunesse. Vous l'avez donc compris, c'était The Best of 2018 de notre rédaction télévisée. Voilà qui met fin à notre édition d'information que j'ai eu le plaisir de présenter à la réalisation. Aboubakar Gabi sous l'œil vigilant de Marouf. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve dans un instant pour d'autres infos. Bonsoir.